Aujourd'hui, toutes les productions audiovisuelles passent par l'étape du montage vidéo, et on a parfois tendance à l'oublier, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il a existé une courte période dans l'histoire du cinéma où un film était égal à un plan. Pas plus, pas moins. Et ça a vite évolué. Pourquoi cette révolution s'est-elle autant implantée dans le cinéma et comment les monteurs de l'époque ont su développer leur savoir-faire? Installez-vous, bienvenue dans Kinéma. Dans le premier épisode, je vous ai parlé du premier effet spécial du cinéma dans le film L'exécution de Marie, reine des Écossais, en 1895. On y voyait un arrêt de caméra, je vous ai dit que pour réaliser un effet comme ça, il suffisait d'arrêter la caméra et de la relancer, et ben en fait, je vous ai menti. Désolé. Effectivement, à l'époque, quand on mettait en marche ou qu'on arrêtait une caméra, ça laissait des traces sur la pellicule. Du coup, si on veut que l'effet soit propre, il faut faire une découpe dans la pellicule, un cut, puis la recoller, et c'est ce qu'ont fait les réalisateurs. Et ça, c'est du montage en fait. Ce qui, en plus d'en faire le premier film avec un effet spécial, en fait par extension le premier film monté du cinéma. Décidément, un vrai morceau d'histoire, faudrait vraiment faire une vidéo dessus. Dans le cas de ce film, le montage est utilisé pour créer un effet spécial, pour impressionner le public, montrer une action qui serait pas réalisable sans technique de montage. Enfin, ce serait possible, mais il faudrait décapiter un acteur, quoi. Ce serait dommage. Surtout pour un court-métrage de 15 secondes. Bref, ce que je veux dire, c'est que le montage, ça sert pas qu'à créer des effets impressionnants. En 1896, les frères Louis et Auguste Lumière vont l'utiliser dans leur film Barque en mer. C'est juste un bateau qui accoste, en plan fixe, ça paye pas de mine, mais ils ont dû monter leur film tout simplement parce qu'ils avaient pas assez de pellicule pour tourner la séquence en entier d'un seul coup. Alors quand la première bobine s'est terminée, ils en ont rapidement remis une deuxième, ils ont pu filmer l'arrivée du bateau sans encombre, et après ça, ils ont recollé les deux morceaux de pellicule, et le tour était joué. Vous l'avez compris, pour le moment, le montage c'est une technique qui en est encore à ses débuts. On l'utilise soit par expérimentation, soit par contrainte technique. Les choses ont changé en 1899 avec Scène de la ruée vers l'or au Klondike. Pour info, le Klondike, c'est là. Scène au pluriel puisque ce petit documentaire nous dépeint 5 plans différents et ça nous présente le quotidien de chercheurs d'or américains à la fin du 19e siècle. 5 plans dans un seul film, ça n'a pas l'air de grand chose et pourtant c'est une révolution. Ça va pousser le montage vidéo à trouver une véritable utilité dans la représentation d'un récit. Pourquoi? Eh ben on va voir ça ensemble en analysant un petit peu le film. Le premier plan, c'est la couverture d'un journal. Ça a pour but de décrire la ville et le mode de vie des chercheurs d'or. On expose textuellement au spectateur la situation initiale que le film va nous raconter, avant même que celui-ci ne commence vraiment. Ça vous rappelle rien? Pour le deuxième plan, ils ont mis la caméra sur une charrette, un travelling rudimentaire mais assez sympa. On découvre la ville et des habitants. Plan 3, on voit des mineurs marcher dans la rue, on sait pas trop pourquoi faire, mais en tout cas on nous présente une action. Plan 4, une scène d'action digne de Mission Impossible, on voit des mineurs traverser une rivière avec beaucoup de courant, on comprend que leurs conditions de vie sont difficiles et qu'ils doivent lutter contre les éléments pour vivre. Dernier plan et conclusion de notre histoire, on aperçoit des tentes surplombant des chercheurs d'or qui construisent des échafaudages en bois pour pouvoir travailler dignement au cœur de cette nature brute et inhospitalière. Fin. Vous l'avez compris, ce que je montrais par là, c'est qu'en multipliant les plans dans un film, on parvient à raconter une histoire plus complexe. Bien plus complexe que si on n'utilisait qu'un seul plan. Tellement plus complexe qu'en tant que spectateur, on se sent forcément beaucoup plus touché par ce qui nous est présenté. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce qui fait cet effet-là, eh ben, c'est le cerveau humain. C'est comme une bande dessinée, si vous avez plusieurs plans fixes qui se répondent entre eux avec des personnages, des lieux, des actions, votre cerveau va automatiquement associer toutes ces informations entre elles pour les synthétiser dans une seule et même histoire. Ça, les réalisateurs de l'époque vont s'en rendre compte et le métier de monteur vidéo va évoluer. Passant subitement d'un métier artisanal, manuel, à un métier certes technique mais avant tout artistique. Le métier de monteur vidéo va donc se professionnaliser et les premiers outils pour améliorer la pratique du montage vont commencer à apparaître. Et oui, parce qu'à l'époque, le montage, ça se fait encore de manière super rudimentaire. À savoir qu'on découpe la pellicule avec des lames de rasoir, on les recolle toutes entre elles, et tout ça à la main. Évidemment, une pellicule de film, c'est fragile et précieux, alors on fait tout ce travail sur une pellicule spéciale qu'on appelle une copie positive pour éviter d'abîmer le négatif original. Il se trouve que c'était souvent un travail exercé par des femmes, on supposait qu'elles étaient plus habiles que des hommes pour réaliser des tâches comme ça. Oh bah si elles savent coudre et savent bien monter des films, hein? Non. Étant donné que les montages de films vont commencer à être de plus en plus longs et de plus en plus complexes, va naître l'utilité de concevoir des systèmes qui vont faciliter la tâche des monteurs. Dans cette dynamique, la presse à souder, aussi appelée colleuse, va apparaître un peu avant 1910 et va être très largement utilisée. En gros, ça ressemble à ça. On place les deux pellicules de chaque côté, on applique la colle, on fait descendre la partie supérieure, la presse, et on appuie dessus, on la presse quoi. Vous allez me dire oui, mais enfin ça revient un petit peu au même que de faire ça à la main, surtout que même avec cet appareil-là, on est obligé de découper la pellicule avant. Et bah oui, vous avez raison, c'est pas vraiment plus rapide, mais au moins la collure est de meilleure qualité,
et puis on est beaucoup moins obligé d'utiliser ses doigts pour manipuler la pellicule. Ce qui avait tendance à la détériorer, et même si comme j'ai dit on faisait ça sur une copie spéciale et pas l'original, ça pouvait être chiant. Ensuite, à partir de 1924, la société américaine Moviola va commencer à commercialiser les premières tables de montage, ou bancs de montage, qui vont encore un peu plus aider les monteurs vidéo à gagner en productivité. En fait, avec ces tables de montage, on va pas véritablement faire du montage, c'est-à-dire découper puis recoller des morceaux du film, mais plutôt visionner intégralement la pellicule pour y mettre des annotations, du genre là tu coupes, ça tu jettes, colle ça avec ça. Ce travail de découpe et de collage, il était ensuite fait par un assistant. Et ces tables-là, c'est vraiment devenu la caisse à outils des monteurs vidéo. Elles ont apporté des fonctionnalités super pratiques pour le montage. Par exemple, en permettant de faire défiler la pellicule, en actionnant une manivelle, et d'avoir un aperçu direct sur le film. 4 ans plus tard, en 1928, on verra apparaître la première table de montage intégrant une piste sonore, ouvrant le monde du cinéma à l'ère du cinéma sonore. Mais ça, c'est dans le prochain épisode. Voilà donc comment le montage vidéo est né, transformant à jamais la manière dont on raconte les histoires au cinéma. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Vous pouvez aussi suivre la chaîne sur Instagram. Merci à tous et à très vite.